Pour mes 30 ans, je croyais avoir droit à un dîner spécial. 50 plus parents étaient là. Mon père, devant tout le monde, a déclaré qu'il me désavouait pour avoir apporté la honte à la famille. Sous 50 regards fixes, j'ai pris le micro et lancé. Je m'appelle Inès. J'ai 30 ans. Et il y a 3 semaines, mes propres parents ont organisé une fête d'anniversaire juste pour me renier publiquement devant toute la famille. 53 membres de ma famille, tantes, oncles, cousins que je n'avais pas vus depuis des années, dans un salon privé du restaurant le plus chic de la ville. Je suis entré en pensant que c'était une fête surprise. Je suis sorti enfin, j'y reviendrai. Mais voici ce que mes parents ignoraient, ils n'étaient pas les seuls à avoir un plan ce soir-là. Et la femme assise dans le coin, la tante qu'ils avaient effacée de notre famille il y a 20 ans? Elle attendait ce moment. J'avais les mains pleines d'argile humide lorsque mon téléphone a vibré. Le studio sentait la terre et le café, et j'ai failli ne pas répondre. Puis j'ai vu le nom s'afficher, maman. Ma mère n'appelait jamais. Elle envoyait des messages courts et secs qui ressemblaient à des ordres. Alors, quand son nom s'est illuminé sur mon téléphone, mon estomac a fait un drôle de mouvement. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier et j'ai décroché. Inès. Sa voix était mielleuse, presque chaleureuse. C'était le premier signal d'alarme. J'espère que je n'interromps pas ton petit passe-temps. Je travaille, maman. Qu'est-ce qui se passe? Ton père et moi avons parlé. Elle marqua une pause, laissant les mots flotter. Il est temps que la famille se réunisse pour tes 30 ans. J'ai failli laisser tomber le téléphone. En 30 ans, ma mère n'avait jamais qualifié mon anniversaire de spécial. La plupart des années, elle l'oubliait entièrement. À mes 25 ans, j'étais resté près du téléphone toute la journée. Personne n'avait appelé. Ni elle, ni papa, ni Manon. Un dîner de famille. Je me suis entendu dire. Pour mon anniversaire? Toute la famille veut te voir. Son ton se durcit légèrement. Ne sois pas en retard. Samedi, 19h. Au Grand Étoile. Le Grand Étoile. Le restaurant le plus cher de la ville. L'endroit où mes parents avaient annoncé l'acceptation de Manon à l'école de médecine. L'endroit où ils célébraient tout ce qui comptait pour eux. J'y serai, ai-je dit. Bien. Clic. Je suis resté dans mon studio, le téléphone toujours pressé contre mon oreille, écoutant le silence. Mes mains tremblaient, laissant des empreintes d'argile sur l'écran. Quelque chose n'allait pas. Mais l'espoir, cette chose traîtresse et têtue, chuchotait au fond de mon esprit. Peut-être qu'ils ont changé. Peut-être que cette fois sera différente. J'aurais dû écouter mon instinct à la place. 2 jours plus tard, Manon s'est présentée à mon studio. Elle n'était jamais venue. Pas une seule fois en 3 ans depuis l'ouverture de cet endroit. Mais elle était là, debout dans l'encadrement de ma porte dans sa blouse blanche immaculée, regardant autour d'elle comme si elle était entrée dans un pays étranger. « Bel espace », dit-elle. Ce n'était pas un compliment. « Qu'est-ce que tu veux, Manon ?» Elle prit un vase en céramique, le retourna, le reposa négligemment. J'ai pensé à la villa de mamie. Voilà. La vraie raison. La villa sur la côte n'est pas à vendre. Elle est juste là, Inès. Elle me regarda enfin, l'air vide, pendant que ma clinique est noyée dans les dettes. Mamie me l'a laissée. C'était sa décision. La mâchoire de Manon se crispa. Mamie est morte. Elle n'a pas besoin de villa sur la côte. Mais j'ai besoin de capitaux. La famille a besoin de cet argent. J'ai posé mon outil de sculpture. Doucement, lentement. Cette maison, c'est là où mamie m'a appris à faire mon premier pot. Ce n'est pas rien pour moi. Mon Dieu, tu es tellement sentimental. Elle leva les yeux au ciel. C'est exactement pour ça que maman et papa, elle s'arrêta. Que maman et papa quoi? Elle sourit. Ce sourire parfait qu'elle utilisait sur ses patients. Rien. Oublie ça. Tu devrais venir dîner samedi. Maman a des plans. Le mot flotta entre nous. Des plans. MMMH. Elle se dirigeait déjà vers la porte. On se voit là-bas, ma sœur. Mais quelque chose de chic.
Toute la famille regardera. La porte se referma derrière elle. Je suis resté figé au milieu de mes tours de potier et de mes pièces inachevées, ces mots résonnant dans ma tête. Toute la famille regardera. Des plans? À quoi avais-je exactement accepté de participer ce soir-là? Je n'arrivais pas à dormir. Je pensais sans cesse à la villa sur la côte, à mamie. Son nom était Rose Dubois, et elle était la seule personne de ma famille à m'avoir fait sentir que j'étais suffisante. J'avais 15 ans le premier été où elle m'a emmené dans cette maison. Mes parents m'avaient expédié. Trop difficile, disaient-ils. Besoin de discipline. Et j'étais arrivé en colère, maussade, prête à tout détester. Mais mamie n'a pas essayé de me réparer. Elle m'a juste donné une motte d'argile. Tes mains crées, Inès. Elle a guidé mes doigts sur le tour de potier, sa voix douce sur le bruit de l'océan à l'extérieur. C'est un cadeau que ta mère ne comprendra jamais. C'était la première fois que l'on qualifiait quelque chose en moi de cadeau. Pas de problème, pas de déception, mais un cadeau. Chaque été après cela, j'y suis retourné. Nous faisions de la poterie ensemble, marchions sur la plage au lever du soleil, parlions de tout et de rien. Elle est venue à ma première exposition à 22 ans, le seul membre de la famille à s'être montré. Elle était assise au premier rang, les larmes aux yeux, applaudissant si fort que ses mains étaient rouges. Il y a 6 mois, elle est morte dans son sommeil. Paisiblement, disait-il, comme si elle avait juste décidé que c'était le moment. Elle m'a laissé la villa sur la côte et une petite boîte en bois que je n'avais pas encore réussi à ouvrir. La veille du dîner, j'ai finalement compris ce que j'avais perdu à sa mort. Ce n'était pas seulement elle. C'était ma seule preuve que j'étais aimable, mon seul témoin. Sans mamie, je n'avais personne dans cette famille qui me voyait. Pas vraiment. C'est ce que je croyais. J'ignorais que quelqu'un d'autre avait veillé sur moi depuis le début. La pression a commencé 3 jours avant le dîner. Au début, c'était subtil. Un SMS de ma cousine Émilie. Salut, j'ai entendu dire que tu pourrais vendre la villa sur la côte. C'est tellement généreux de ta part. Je ne vendais rien. Qui lui avait dit ça? Puis papa a appelé. Sa voix était glaciale. Ta mère est très contrariée, Inès. J'ai serré le téléphone plus fort. À propos de quoi? La maison. Tu sais très bien à propos de quoi. Il soupira. Ce long soupir de déception que j'avais entendu toute ma vie. Nous t'avons tout donné. Nous avons soutenu tes aspirations artistiques, même quand elles nous mettaient dans l'embarras. Et maintenant, quand la famille a besoin de toi, tu refuses d'aider. Mamie me l'a légué, papa, dans son testament. C'était son choix. Les testaments peuvent être contestés. Sa voix est devenue grave, froide et délibérée. La loyauté envers la famille ne devrait pas l'être. La menace plana entre nous. J'ai senti ma poitrine se serrer. Étais-je égoïste? La question me hantait depuis des semaines. La clinique de Manon était en difficulté. Je le savais. Mes parents avaient investi de l'argent dans son éducation, sa carrière, et j'étais là, assise sur une propriété valant plus d'1 million d'euros. Mais chaque fois que j'envisageais de céder, j'entendais la voix de mamie. Promets-moi, ma chérie. Ne les laisse jamais te rendre petite. Si tu te souciais vraiment de cette famille, a continué papa, tu ferais ce qu'il faut. Viens dîner. Nous en discuterons comme des adultes. Et si je n'accepte pas de vendre? Silence. Alors je suppose que nous saurons où se situent tes priorités. Il a raccroché. Je suis resté longtemps assise dans le noir cette nuit-là, faisant les comptes. Si je vendais la maison, je perdais le dernier morceau d'elle. Si je la gardais, je les perdais eux. Mais au fond de moi, une voix chuchotait, les as-tu déjà vraiment eus? La veille du dîner, j'ai sorti la robe. Elle était en soie sarcelle, longue jusqu'au sol, avec de délicats perles argentées le long de l'encolure. Mamie me l'avait offerte pour mes 21 ans. Pour quand tu auras besoin de te sentir puissante, m'avait-elle dit. Je ne l'avais pas portée depuis ses funérailles. Je l'ai étalée sur mon lit et je l'ai fixée, essayant de me convaincre que demain irait bien. Que mes parents voulaient sincèrement me célébrer. Que le commentaire de Manon sur les plans ne signifiait rien. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu.
Le message était court, n'y va pas demain. Ce n'est pas ce que tu crois. Mon cœur s'est arrêté. J'ai répondu, qui est-ce? 3 points sont apparus, puis plus rien. Lorsque j'ai essayé d'appeler, le numéro était déjà déconnecté. Je me suis assise au bord de mon lit, téléphone à la main, le pouls battant. Une farce, un mauvais numéro, ou autre chose? Mes yeux se sont posés sur la boîte en bois sur ma table de chevet. La boîte de mamie, celle que j'avais eu trop peur d'ouvrir. Lentement, j'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite soigneusement pliée, et en dessous, une vieille photo. 2 jeunes femmes, bras dessus, bras dessous, riant. L'une était clairement ma mère, des décennies plus jeune. L'autre, je ne la reconnaissais pas. J'ai déplié la lettre. L'écriture de mamie. Tremblante mais lisible. Ma très chère Inès. Je ne pouvais pas la lire. Pas encore. Si je la lisais ce soir, je perdrais tout le courage qu'il me restait. J'avais besoin de croire, juste pour un jour de plus, que mes parents pouvaient vraiment m'aimer. J'ai glissé la lettre dans mon sac, au cas où. Puis j'ai accroché la robe sarcelle à ma porte et j'ai essayé de dormir. Demain, tout allait changer. Je ne savais juste pas à quel point. Le grand étoile était différent la nuit. Des lustres en cristal, des nappes blanches, le genre de silence qui coûte cher. Je n'y étais venu que 2 fois auparavant, les 2 fois pour Manon. L'hôtesse a souri quand j'ai donné mon nom. Ah, oui, la soirée Spencer. Par ici. Elle m'a conduite le long d'un couloir tapissé de peinture à l'huile, au-delà de la salle à manger principale, à travers un ensemble de lourdes portes en chêne. Votre salon privé, dit-elle, et elle les a ouvertes. 53 visages se sont tournés pour me regarder. J'ai figé dans l'embrasure de la porte. Tante, oncle, cousin. Je ne les avais pas vus depuis l'enfance. Grand-tante dont j'avais oublié l'existence. Cousins éloignés que je ne pouvais pas nommer. Ils remplissaient une immense table en forme de U qui dominait la pièce. Tous vêtus de leurs plus beaux atours. Tous fixants. Mon cœur battait la chamade. C'était une fête surprise. Ça devait l'être. Tous ces gens réunis pour moi. Mais il n'y avait ni ballon, ni serpentin, ni gâteau. Personne n'a crié joyeux anniversaire. Juste le silence et les regards fixes. J'ai repéré mes parents en bout de table. Maman portait des perles. Papa affichait son visage de chirurgien. Blanc, clinique. Manon était assise à côté d'eux, incapable de croiser mon regard. Et au centre du U, directement face à l'entrée, il y avait une seule chaise vide pour moi. J'ai marché lentement vers elle, mes talons claquant sur le marbre, sentant chaque regard comme un poids physique. La pièce était trop silencieuse, trop immobile, comme une salle d'audience avant le verdict. Un support de microphone se tenait au bout de la table, à côté de la place de mon père. C'est là que je l'ai remarqué. Une femme dans le coin éloigné, avec des cheveux gris, me fixant avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Elle me semblait familière d'une certaine manière, et inquiète. Ma mère souriait, ce sourire qu'elle affichait lorsqu'elle était sur le point de gagner. Inès. Elle fit un geste vers la chaise vide. Assieds-toi. Nous t'attendions. J'étais à peine assise que mon père se levait. Il prit une coupe de champagne et une cuillère en argent. Tap tap tap. La pièce devint silencieuse, bien qu'elle l'était déjà. Tous les yeux se déplacèrent de moi à lui. Merci à tous d'être venus ce soir. Sa voix portait comme s'il s'adressait à une salle d'opération. Nous sommes réunis ici pour une affaire de famille, pas pour célébrer Inès. Pas pour l'anniversaire de ma fille, mais pour une affaire de famille. Mon estomac se glaça. Comme beaucoup d'entre vous le savent, a-t-il poursuivi, notre fille Inès a fait des choix qui nous ont préoccupés. Elle a abandonné ses études. Elle a refusé de poursuivre une carrière respectable. Elle a vécu d'une manière qui ne reflète pas les valeurs de notre famille. Des murmures parcoururent la pièce. J'ai entendu quelqu'un chuchoter, j'ai toujours su qu'elle causerait des problèmes. Les yeux de mon père rencontrèrent les miens, froids. Vivienne et moi avons tout essayé. Patience, soutien, conseil. Mais Inès refuse de changer. Elle refuse d'honorer sa famille.
Ma mère tapota ses yeux avec un mouchoir. La performance de sa vie. Par conséquent, dit mon père, à compter de ce soir, nous faisons une déclaration formelle. Il marqua une pause. La pièce retint son souffle. Inès Spencer n'est plus membre de cette famille. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Des halètements se sont dispersés dans la foule. Ma cousine Linda a couvert sa bouche. Mon oncle George secoua lentement la tête. Est-ce que cela se passe vraiment, chuchota quelqu'un. Ma mère se leva, lissant sa jupe. Nous lui avons donné toutes les opportunités. Sa voix tremblait d'un chagrin fin. Elle a choisi la honte plutôt que la famille. Je ne pouvais ni bouger, ni respirer. 53 paires d'yeux me brûlaient, et j'avais à nouveau 15 ans, debout dans le salon de mes parents, me faisant dire que j'étais trop de problèmes à gérer. Puis ma mère a tendu la main dans son sac et a sorti un morceau de papier plié. Le papier atterrit devant moi avec un bruit sourd. Signe ceci, dit ma mère. Et nous te laisserons partir avec ta dignité intacte. J'ai baissé les yeux, les mots se sont brouillés, puis se sont éclaircis. En tête de lettre légale, paragraphe en petits caractères, et en bas, une ligne de signature avec mon nom tapé en dessous, renonciation volontaire au droit de succession. La villa sur la côte. Il s'agissait de la villa sur la côte. Il s'agissait toujours de la villa sur la côte. Tout s'est mis en place. L'invitation surprise, l'affaire de famille. 53 témoins assemblés dans leurs plus beaux atours. Ils ne s'étaient pas réunis pour me renier. Ils s'étaient réunis pour me faire pression afin que je renonce à la maison de mamie. Le reniement n'était qu'un levier, une mise en scène conçue pour me briser. Vous avez planifié ça, ai-je soufflé. Nous avons planifié une intervention, corrigea ma mère, doucement. Pour ton propre bien. J'ai repéré un homme en costume gris près de la porte. Maître Leroy, l'avocat de la famille. Il tenait déjà un tampon de notaire, prêt à tout officialiser. Ma mère se pencha plus près, son parfum suffocant. 53 témoins, Inès. L'avocat de ta grand-mère ne pourra pas argumenter contre un tel consensus familial. Elle tapota le papier avec un ongle manucuré. Signe. Pars tranquillement. Cela ne doit pas être plus difficile que ça ne l'est déjà. La pièce attendait. Je pouvais sentir leurs regards, certains avec pitié, certains avec mépris, certains avec la curiosité morbide que l'on a lors d'accidents de voiture. Mes mains tremblaient. Ma vision se brouillait. Ils avaient transformé mon 30e anniversaire en tribunal, et j'étais déjà condamné. Mais quelque part sous la panique, autre chose bougeait, quelque chose de plus dur. J'ai pensé à la lettre de mamie, toujours pliée dans mon sac. J'ai pensé à la femme dans le coin qui observait. Ma mère poussa un stylo vers moi. Signe, dit-elle. Maintenant. J'ai pris le stylo. Je sais qu'en ce moment, vous êtes probablement aussi en colère que je l'étais à cet instant. Le stylo dans ma main. 53 personnes qui regardent. Les yeux de ma propre mère me fixant comme si j'étais un problème à résoudre. Si votre propre famille vous a déjà traité comme un outil au lieu d'une personne, tapez je comprends dans les commentaires. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite, mettez un like pour que je sache que vous êtes toujours là avec moi. Maintenant, retournons à ce restaurant. Le stylo planait au-dessus du papier. Ma main ne bougeait pas. Signe-le, ordonnaient les yeux de ma mère. Mets fin à ça. Mais quelque chose m'a fait lever les yeux. Pas sur elle, ni sur mon père. Sur la pièce. 53 visages me regardaient. La plupart d'entre eux, je les connaissais à peine. Des parents éloignés qui apparaissaient aux funérailles et au mariage, qui échangeaient des cartes de Noël que nous ne lisions jamais. Ils avaient été convoqués ici comme témoins, comme armes. Et puis je l'ai revue, la femme dans le coin, cheveux gris tirés simplement, une robe noire unie qui n'essayait d'impressionner personne. Elle était assise à l'écart des autres, vers l'arrière, à moitié cachée par un palmier en pot. Elle ne me regardait pas avec mépris ou pitié comme les autres. Elle me regardait comme si elle essayait d'envoyer un message. Reste calme. Attends. J'ai remarqué ses mains reposant sur un sac en cuir sur ses genoux. Un sac qui semblait plus rempli qu'il ne devrait l'être. Bourré de quelque chose. Des papiers, peut-être.
Ou quelque chose de complètement différent. Ma mère m'a remarqué en train de la fixer. Sa tête s'est tournée brusquement vers le coin, et pour la première fois cette nuit-là, j'ai vu quelque chose vaciller sur son visage. La peur. Elle disparut en un instant, lissée par un contrôle bien rodé. Mais je l'ai vue. Inès. La voix de ma mère était glaciale. Maintenant, concentre-toi. Signe le papier. Qui était cette femme? Pourquoi ma mère, qui ne craignait rien ni personne, la regardait-elle ainsi? Et pourquoi quelque chose dans son visage me semblait-il si familier? Comme regarder une vieille photographie que je ne pouvais pas identifier. Inès. La voix de mon père, cette fois impatiente. Nous attendons tous. J'ai posé le stylo, sans signer. Pas encore. Non. Puis-je avoir un moment? Ai-je dit pour me ressaisir. Le sourire de ma mère s'est crispé. Bien sûr, ma chérie. Mais ses yeux ne quittaient pas la femme dans le coin. La pièce faisait pression sur moi. Les murmures, les regards fixes, le poids de 53 jugements. Mais dans le chaos, j'ai entendu une autre voix, douce, familière, parlant d'un endroit profond de ma mémoire. Ne les laisse jamais te rendre petite, ma chérie. Et s'ils essaient, tu as tout ce dont tu as besoin. Mamie m'avait dit cela la dernière fois que je l'avais vue, 2 semaines avant sa mort. Elle avait tenu mes mains dans les siennes, si minces alors, si fragiles, et m'avait regardé avec des yeux qui brûlaient encore. Je t'ai laissé plus qu'une maison, Inès. Sa voix avait été à peine un murmure, mais féroce. Je t'ai laissé la vérité. Je n'avais pas compris ce qu'elle voulait dire. Pas alors, mais je commençais à comprendre maintenant. Sous la table, ma main s'est glissée dans mon sac. Mes doigts ont trouvé le bord de l'enveloppe. La lettre de mamie, toujours non lue. J'avais eu trop peur de l'ouvrir la nuit dernière, trop désespéré de croire que ce dîner pourrait être ce que mes parents prétendaient. Cet espoir n'était plus que cendre. Quoi qu'il y ait dans cette lettre, mamie avait voulu que je l'aie. Elle avait su quelque chose sur ma mère, sur cette famille, sur ce qu'ils essaieraient de faire une fois qu'elle serait partie. J'ai levé les yeux vers la pièce remplie de gens qui voulaient que je disparaisse tranquillement. Vers ma mère, qui avait orchestré cette exécution publique, vers mon père, qui ne pouvait pas croiser mon regard. Puis j'ai regardé la femme dans le coin. Elle regardait toujours, attendait toujours. Sa main reposait sur ce sac trop rempli. Je n'étais pas seul. Je ne savais pas comment ni pourquoi encore, mais je n'étais pas seul. Quelque chose s'est installé dans ma poitrine. Pas du calme exactement. De la résolution. En fait, ai-je dit, ma voix plus forte que prévu. J'ai quelque chose à dire. Le sourire de ma mère a vacillé. Quoi? Donnez-moi le microphone. Ma mère a ri. Court, sec, méprisant. Le microphone? Inès, ce n'est pas une performance. Alors pourquoi y a-t-il un micro installé? J'ai fait un geste vers le support près de la place de mon père. Vous avez planifié chaque détail de ceci, la disposition des sièges, les témoins, l'avocat dans le coin avec son tampon de notaire. Vous vouliez un public, alors laissez-moi leur parler. Une onde de murmures a traversé la pièce. L'oncle Georges se déplaça inconfortablement. La cousine Linda échangea des regards avec son mari. Les yeux de ma mère se plissèrent. Ce n'était pas le scénario qu'elle avait écrit. Bien, dit-elle, sa voix se transformant en miel. Mais d'abord, assurons-nous que tout le monde ici comprenne exactement à qui ils ont affaire. Elle redressa sa colonne vertébrale, s'adressant à la pièce comme un procureur livrant les arguments de clôture. Ma fille a eu toutes les opportunités. Nous lui avons offert de payer l'école de médecine. Elle a refusé. Nous lui avons offert un poste dans le cabinet familial. Elle a choisi de jouer avec de l'argile à la place. Quelqu'un ricana. Je ne pouvais pas dire qui. Sa première exposition de galerie. La voix de ma mère dégoulinait de pitié. 3 personnes y ont assisté. 3. L'un d'eux était un sans-abri à la recherche de vin gratuit. La chaleur m'a monté au visage. Cette exposition remontait à 8 ans. J'avais pleuré pendant une semaine après, et elle l'avait conservé. Armé mon moment le plus bas pour l'utiliser contre moi maintenant.
Et quand elle avait 23 ans, a poursuivi ma mère, sa voix montant, désespérée, et brisée. Savez-vous ce qu'elle a fait? Elle est venue nous supplier d'avoir de l'argent. Elle se tourna pour me faire face, le triomphe dans les yeux. Elle a toujours été la plus faible. Émotionnelle, instable. Est-ce vraiment la personne que vous voulez voir s'accrocher au domaine de mère? Mes yeux brûlaient. Mais je ne pleurais pas. Pas ici. Pas pour elle. Avez-vous terminé? Ai-je demandé doucement. Ma mère sourit. Ma chérie, je ne fais que commencer. Elle n'en avait aucune idée. Moi aussi. C'est là que Manon s'est levée. Ma petite sœur, l'enfant prodige, celle qui obtenait tout ce qui m'était refusé, les louanges, le soutien, la conviction qu'elle pouvait être quelque chose. Elle pressa sa main sur son cœur, affichant une expression de tristesse exquise. J'ai essayé, vous savez. J'ai vraiment essayé avec elle. La voix de Manon trembla magnifiquement. J'ai visité son studio la semaine dernière. Je lui ai demandé si nous pouvions parler de la maison de mamie, trouver un compromis, et savez-vous ce qu'elle m'a dit? Elle marqua une pause. Un timing parfait. Elle l'avait appris de notre mère. Elle a dit que la maison de mamie comptait plus pour elle que sa propre famille. Des halètements se dispersèrent dans la pièce. Quelqu'un fit un bruit de désapprobation. Ce n'est pas ce que j'ai dit, ai-je coupé. C'est ce que tu pensais. Les yeux de Manon rencontrèrent les miens. Froid, triomphant. Tu as toujours plus tenu aux choses qu'aux gens. C'est pour ça que tu es seule. J'ai regardé ma petite sœur, que j'avais protégée des brutes de la cour de récréation, que j'avais couverte quand elle s'était faufilée à 16 ans, que j'avais cru être juste prise au milieu du dysfonctionnement de nos parents. Elle n'était pas prise au milieu. Elle en faisait partie. Elle avait probablement aidé à planifier tout cela. Vous voyez, dit ma mère en écartant les mains. Nous n'avons pas le choix. C'est une intervention pour son propre bien, ajouta mon père. Pour le bien de tout le monde, termina Manon. Les trois se tenaient ensemble en bout de table. Un front uni. Une famille sans moi. L'oncle Georges se pencha en avant. Peut-être que tu devrais juste signer, Inès. Ne rends pas ça plus difficile. Tante Linda hocha la tête. Pense à la réputation de tes parents. Les murs se refermaient. La pièce rétrécissait. Et puis mon père a pris le stylo et me l'a tendu. Dernière chance. Le stylo planait entre nous. Encre noire, corps argentés. Une chose si petite pour contenir tant de poids. Signe-le, dit ma mère. Ou sors par cette porte et ne parle plus jamais à aucun de nous. 53 personnes retinrent leur souffle. Je pouvais entendre le cliquetis doux des glaçons dans les verres d'eau, le bourdonnement lointain de la cuisine du restaurant, la trotteuse de la montre de quelqu'un. J'ai regardé le papier, le jargon légal se brouillait. Mes gens comprenaient assez. Ma signature leur donnerait la maison. La maison de mamie. Le seul endroit où je m'étais senti moi-même. J'ai regardé mes parents. Pas d'amour dans leurs yeux, pas de regret, juste de l'impatience. Ils voulaient que cela se termine. J'ai regardé Manon. Elle se mordait la lèvre, essayant d'avoir l'air triste. Mais je connaissais ce regard. C'était son regard d'attente de la victoire. Et puis j'ai regardé la femme dans le coin. Elle m'a donné le plus léger des hochements de tête. Sa main s'est déplacée vers son sac. Quelque chose a basculé dans ma poitrine. Pas de l'espoir exactement, quelque chose de plus dur, de plus clair. Une vraie famille ne ferait pas ça. Mamie n'aurait jamais voulu ça. J'ai passé 30 ans à essayer de gagner leur amour. Et si j'arrêtais? Ma main se referma sur le stylo. J'ai senti son poids. Ma mère sourit. Puis je l'ai reposé. Non. Le mot tomba comme une pierre dans l'eau calme. Que as-tu dit? Murmura ma mère. J'ai dit non. J'ai repoussé ma chaise et me suis levé. Je ne signe pas, mais je vais dire quelque chose. J'ai attrapé le microphone, mon père s'est élancé pour m'arrêter, mais j'ai été plus rapide. Vous vouliez un public, ai-je dit dans le micro, ma voix résonnant dans la pièce. Alors, laissez-moi leur offrir un spectacle. Et j'ai finalement compris ce que mamie voulait dire.
J'avais tout ce dont j'avais besoin. Le microphone était solide dans ma main, réel, ancré. Le visage de ma mère était devenu pâle. Mon père était à moitié debout, incertain s'il devait se ruer sur moi ou faire semblant que tout cela faisait partie du plan. Je ne leur ai pas donné le temps de décider. Merci à tous d'être venus ce soir. Ma voix était stable, plus calme que je ne l'étais. J'ai quelque chose que j'aimerais partager. Inès, a commencé ma mère. Tu as eu ton tour. J'ai croisé son regard. Maintenant, c'est le mien. La pièce a basculé. J'ai senti l'attention se tourner vers moi. Non plus comme l'accusé, mais comme autre chose, quelqu'un qui avait quelque chose à dire. Il y a 6 mois, ma grand-mère, Rose Dubois, est décédée. La plupart d'entre vous la connaissaient. Elle était gentille. Elle était généreuse. Elle était la seule personne dans cette famille qui m'ait jamais fait sentir que j'étais importante. Quelques personnes hochèrent la tête. Mamie était aimée. Elle m'a laissé sa villa sur la côte. Non pas parce que je l'ai demandé, ni parce que je l'ai manipulé, mais parce qu'elle voulait que je l'aie. Parce que... Ma voix se brisa, je l'ai stabilisée. Parce qu'elle savait ce qui allait se passer une fois qu'elle serait partie. J'ai fouillé dans mon sac. Avant de mourir, elle m'a laissé une lettre. J'ai eu trop peur de la lire jusqu'à hier soir. J'ai sorti l'enveloppe. Mais je pense qu'il est temps que vous entendiez tout ce qu'elle avait à dire. Le visage de ma mère passa de pâle à gris. Inès, ne fais pas ça. Dit-elle, pas un ordre cette fois, presque une supplique, mais j'avais fini de l'écouter. Ma très chère Inès, j'ai commencé à lire. Si tu lis ceci lors d'une réunion de famille, les choses se sont passées exactement comme je le craignais. La pièce devint absolument immobile, et la femme dans le coin se leva. J'ai continué à lire, les mots de ma grand-mère remplissant la pièce silencieuse. Vivienne a toujours considéré les gens comme des outils à utiliser. Elle a essayé de me prendre cette maison il y a 10 ans. Elle a essayé de me convaincre que j'étais trop vieille pour gérer mes propres affaires. Quand j'ai refusé, elle a arrêté de me rendre visite. J'ai entendu quelqu'un halter. La femme de l'oncle Georges, je crois. Je savais qu'elle essaierait à nouveau avec toi, ma chérie. Elle utilisera la culpabilité. Elle utilisera la famille. Elle te fera sentir petite et égoïste de vouloir ce qui t'appartient légitimement. J'ai regardé ma mère. Ses mains agrippaient le bord de la table si fort que ses jointures étaient blanches. Mais tu n'es pas petite. Tu n'es pas égoïste. Et cette maison n'est pas seulement une propriété. C'est la preuve que quelqu'un dans cette famille t'a aimé sans condition. Ma voix trembla. Je l'ai étudié. Je t'ai aussi laissé quelque chose d'autre. Quelque chose que ta mère ignore. Si tu lis ceci devant des témoins, et connaissant Vivienne, tu le feras probablement. Cherche ta tante Pascale. Mon autre fille, celle que Vivienne a effacée il y a 20 ans. La pièce a éclaté en chuchotements. Autre fille? Vivienne a une sœur? Je ne savais pas. Pascal a attendu. J'ai continué à lire. Elle a la preuve de tout ce que Vivienne a fait. Non seulement à toi, à moi, à elle, mais à quiconque se mettait en travers de son chemin. J'ai abaissé la lettre et j'ai regardé la femme dans le coin. Elle était debout maintenant, un sourire triste sur le visage. Ma mère était devenue complètement immobile, comme un cerf dans les phares. « Bonjour, Vivienne, » dit la femme, sa voix portant à travers la pièce. « Ça fait 20 ans. Je t'ai manqué ?» La bouche de ma mère s'est ouverte. Aucun son n'en est sorti. J'avais une tante. Et elle attendait ce moment depuis 2 décennies. Pascal a marché vers la table, et la foule s'est écartée pour elle comme de l'eau. Elle avançait avec le calme de quelqu'un qui avait répété ce moment 1000 fois dans sa tête. Chaque pas mesuré, chaque respiration contrôlée. « Maman m'a invité, » dit-elle, s'adressant à la pièce. Avant de mourir. Elle a dit, quand Vivienne fera son coup, sois là pour Inès. Tu n'as pas le droit d'être ici. Ma mère a retrouvé sa voix, aiguë et cassante. Tu as été coupé. Tu ne fais pas partie de cette famille. J'ai été coupé parce que j'ai menacé de dire la vérité. Pascal s'arrêta au bord de la table, juste en face de Vivienne. Il y a 20 ans,
j'ai découvert ce que tu faisais avec les comptes de maman, écrémant de l'argent, forgeant sa signature, l'isolant de quiconque pourrait le remarquer. Les chuchotements devinrent plus forts. L'oncle Georges se leva à moitié, puis se rassit. Mensonge, siffla ma mère. Elle a toujours été jalouse, instable. C'est ce que tu as dit à tout le monde. Pascal hocha lentement la tête. Que j'étais folle, délirante, que maman ne pouvait pas me faire confiance. Elle se tourna pour faire face à la pièce. Mais maman ne t'a jamais cru. Elle n'avait juste plus la force de te combattre. Pascal. La voix de mon père coupa court. C'est inapproprié. Quels que soient tes griefs. Griefs. Pascal rit doucement. Richard, sais-tu seulement ce que ta femme a fait? Ou étais-tu trop occupé à faire semblant de ne pas remarquer? La mâchoire de mon père se serra. Il détourna le regard. Je ne suis pas venu ici pour ressasser l'histoire ancienne, dit Pascal. Je suis venu parce que maman me l'a demandé. Parce qu'elle savait que Vivienne ferait à Inès exactement ce qu'elle m'a fait, ce qu'elle a essayé de lui faire. Elle tendit la main dans son sac et sortit son téléphone. Et parce que, dit-elle doucement, j'ai des preuves. Pascal brandit son téléphone comme une preuve dans un tribunal. Avant que maman ne décède, elle m'a donné une dernière tâche. Sa voix était stable, portant à travers la pièce silencieuse. Elle savait que Vivienne finirait par faire un coup contre Inès. Elle ne savait juste pas quand. Le visage de ma mère était devenu gris. Pascal, quoi que tu penses savoir. 3 mois avant de mourir, maman a installé un enregistreur à activation vocale dans son salon. Les yeux de Pascal ne quittèrent jamais ceux de Vivienne. Elle m'a dit où le trouver. M'a dit d'attendre que Vivienne montre sa main. Elle appuya sur lecture. La première voix était celle de ma mère. Claire comme du cristal. Nous le ferons à son dîner d'anniversaire. Maximum de témoins, maximum de pression. La voix de mon père ensuite. Et si elle refuse de signer? Elle ne refusera pas. Ma mère à nouveau, confiante, cruelle. Elle a toujours été la plus faible. Ce sera facile. Une humiliation publique et elle pliera, comme elle le fait toujours. Puis Manon. Et si elle fait une scène? Laisse-la faire. Ma mère rit. 53 témoins regardant sa crise. Cela ne fait qu'aider notre cause. Nous pourrons dire qu'elle est instable. Contester le testament sur cette base. Pascal a mis la pause sur l'enregistrement. La pièce était figée. Je pouvais entendre l'inspiration aiguë de quelqu'un. L'oncle Georges avait la main sur la bouche. Il y a plus, dit Pascal doucement. 20 minutes d'enregistrement. Chaque détail du plan de ce soir, y compris comment vous alliez les utiliser tous, elle fit un geste vers les parents assemblés, comme des accessoires dans votre petit théâtre. Cet enregistrement a été obtenu sans consentement. Siffla ma mère, se raccrochant aux branches. État à consentement unilatéral. La voix de Pascal était calme. Maman était chez elle. C'est recevable partout. Le silence s'étira. Puis l'oncle Georges parla, sa voix lourde. Vivienne, qu'as-tu fait? Ma mère n'eut aucune réponse. Maintenant, je sais ce que vous vous demandez peut-être. Pourquoi Pascal a-t-elle aidé? Pourquoi attendre 20 ans? La réponse est simple. Parfois, les personnes qui nous sauvent sont celles qui ont parcouru le même chemin en premier. Pascal savait ce que cela faisait d'être effacé par ma mère. Elle n'allait pas laisser cela se reproduire. Avez-vous déjà eu quelqu'un comme ça dans votre vie? Tapez oui dans les commentaires si c'est le cas. Et si vous voulez voir comment ma mère a réagi à être exposée, restez avec moi. La meilleure partie arrive. La pièce était encore sous le choc quand j'ai repris le microphone. Non pas pour attaquer, non pas pour me vanter, juste pour être clair. Maman, papa. Je les ai regardés directement. Vous vouliez me renier ce soir? Considérez que c'est fait. Ma mère ouvrit la bouche pour m'interrompre. Mais pas selon vos termes, ai-je poursuivi. Selon les miens. Je me suis tourné pour faire face à la pièce. Aux 53 témoins que mes parents avaient si soigneusement assemblés. Je ne signerai pas ce papier. Ni ce soir. Ni jamais.
Ma voix était stable maintenant, plus stable que je ne l'avais jamais entendue. La villa sur la côte m'a été léguée par ma grand-mère, légalement et légitimement. Son testament était clair. Ses intentions étaient documentées. J'ai regardé directement Maître Leroy, l'avocat qui serrait toujours son inutile tampon de notaire dans le coin. Et pour l'histoire, le testament de mamie inclut une clause de protection. Tout document signé sous la contrainte ou la coercition est automatiquement nul. J'ai fait un geste autour de la pièce. Vos 53 témoins. Ils viennent de vous regarder tenter de me contraindre. J'ai pointé le dôme de sécurité du Grand Étoile au plafond. Dans un restaurant sous surveillance. Le visage de Maître Leroy devint pâle. Il glissa discrètement le tampon de notaire dans sa mallette. Cette clause stipule également que tout membre de la famille qui tente de contester le testament par la manipulation perd son propre héritage de la succession. J'ai laissé cela s'installer. J'ai regardé la mâchoire de ma mère se crisper. J'ai regardé le visage de mon père se vider de couleur. Alors, par tous les moyens, maman, contestez-le. Voyez ce qu'il vous restera quand vous aurez terminé. Silence. Silence absolu. Et une dernière chose. J'ai posé le microphone avec un petit bruit sourd. Je n'ai pas apporté la honte à cette famille. J'ai apporté l'inconvénient. Il y a une différence. J'ai choisi de vivre ma vie au lieu de jouer dans la vôtre. Ce n'est pas un crime. Cela s'appelle grandir. J'ai regardé mon père. Il ne voulait pas croiser mon regard. J'ai regardé Manon. Elle pleurait maintenant, bien que je ne puisse pas dire si c'était la honte ou l'apitoiement sur soi. Je m'en vais maintenant, ai-je dit. Quiconque veut se joindre à moi est le bienvenu. Je me suis tourné vers la porte et je n'ai pas regardé en arrière. J'étais à 3 pas de la porte lorsque ma mère a perdu le contrôle. C'est ridicule. Sa voix claqua comme un fouet. Pascal a toujours été jalouse, une menteuse. Elle n'a jamais été stable. Vivienne. La voix de l'oncle Georges coupa court, lourde, déçue. Arrête. Ma mère se tourna vers lui. Georges, tu ne peux pas croire. Nous avons tous entendu l'enregistrement. Il se leva lentement, sa chaise raclant le sol de marbre. Nous vous avons entendu planifier ça. Planifier d'humilier votre propre fille pour de l'argent, pour la clinique de Manon, pour la famille, pour vous-même. Tante Linda se leva pour se tenir à côté de son mari. Ça a toujours été pour toi, Vivienne. Nous ne voulions juste pas le voir. Le barrage a cédé. Des voix ont éclaté autour de la table. Je n'arrive pas à croire que nous sommes venus ici pour ça. Pendant 20 ans, tu as dit que Pascal était folle. Pauvre Rose. Elle devait savoir depuis le début. Ma mère tournait en rond, essayant de répondre à chaque accusation, chaque désertion, mais elle continuait d'arriver. Mon père resta figé sur son siège, fixant la nappe comme si elle contenait les réponses à tout ce qui avait mal tourné. Il ne l'a pas défendu. Il ne s'est pas défendu. Il est juste resté assis là. Manon avait la tête dans les mains, le mascara coulant sur ses joues. Ça ne devait pas arriver, l'ai-je entendu murmurer. Ce n'était pas le plan. Le plan a échoué. La voix de Pascal était douce, presque de la pitié. Ils échouent généralement quand ils sont construits sur la cruauté. Les gens se levaient maintenant, ramassant leurs manteaux, se dirigeant vers la porte. Où allez-vous ? Demanda ma mère. Nous n'avons pas fini. Mais ils avaient fini avec elle. Avec ça. Sa voix devint désespérée. Inès, attends. Nous pouvons en parler. Je me suis arrêté à la porte. Non, maman, ai-je dit doucement. Nous ne pouvons vraiment pas. Et je suis sorti. L'air nocturne m'a frappé le visage comme une bénédiction. Frais, propre, libre. Je me suis tenu sur le trottoir devant le Grand Étoile, le cœur battant, les mains tremblantes encore. Mais je souriais. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Je souriais réellement. Inès, attends. Je me suis retourné. 3 silhouettes se dépêchaient de sortir du restaurant. De jeunes visages, des visages inquiets. Émilie, Théo et Léa, mes jeunes cousins. Émilie m'a atteinte la première, légèrement essoufflée. On peut venir avec toi.
J'ai cligné des yeux. Quoi? On ne veut pas rester là-dedans. Théo a pointé son pouce vers le restaurant. C'était insensé. Ce qu'ils ont essayé de te faire? Léa hocha vigoureusement la tête. Elle n'avait que 19 ans, la plus jeune des trois. Ma mère a toujours dit que je devrais être plus comme Manon, mais je pense elle hésita, puis redressa ses épaules. Je pense que je préférerais être comme toi. Quelque chose s'est ouvert dans ma poitrine. Pas de douleur cette fois. Quelque chose de plus chaud. Vous êtes sûr? Ai-je demandé. Nos parents peuvent faire leur propre choix, dit Émilie fermement. Tout comme nous pouvons faire les nôtres. Derrière eux, je pouvais voir plus de gens sortir du Grand Étoile. Certains montaient rapidement dans des voitures, la tête baissée, voulant échapper aux retombées. D'autres se tenaient en grappe, parlant à voix basse et urgente. Et à travers les portes vitrées, je pouvais encore voir ma mère. Elle était seule maintenant, les bras croisés autour d'elle, regardant tout le monde partir. Vous le regretterez. Sa voix portait à travers la porte, étouffée, mais audible. Vous tous. Personne ne s'est retourné. Venez, ai-je dit à mes cousins. Il y a un café 2 pâtés de maison d'ici. J'aimerais bien un café et une tarte, ajouta Théo. Définitivement une tarte. Nous nous sommes éloignés ensemble, nous 4, une nouvelle sorte de famille. Derrière nous, la porte du Grand Étoile se balança et se referma. Cette nuit-là, après le café, après avoir dit au revoir à mes cousins, je suis rentré seul. Mon appartement semblait différent, plus petit d'une certaine manière, mais aussi plus sûr. Je me suis assise sur mon lit dans le noir, portant toujours la robe sarcelle, et je me suis permis de ressentir tout ce que j'avais retenu. J'ai pleuré, pas le genre de pleurs jolis, le genre désordonné, laid, convulsif, le genre qui vient après des années à retenir sa respiration et à finalement lâcher prise. Mon téléphone vibrait constamment. Des SMS de numéros que je ne reconnaissais pas. Des messages vocaux que je ne pouvais pas me résoudre à vérifier. J'imaginais ma mère laissant des messages de plus en plus frénétiques, alternant entre rage et fausse douceur. J'ai éteint le téléphone. Dans le silence, j'ai pensé à ce que j'avais perdu cette nuit-là. Mes parents, ma sœur, le fantasme que si j'essayais juste assez fort, ils m'aimeraient. Mais ce fantasme me faisait du mal depuis 30 ans. Il était temps de le laisser mourir. J'ai pensé au regard sur le visage de mon père quand l'enregistrement a été diffusé. Pas de choc, pas d'horreur, juste de la résignation. Il avait su. Il avait toujours su de quoi ma mère était capable. Il avait juste choisi de détourner le regard. J'ai pensé à Manon pleurant dans ses mains. Pas pour moi, pour elle-même, pour l'argent qu'elle n'allait pas obtenir, le renflouement qui n'arrivait pas. Il ne m'avait jamais vu comme une fille ou une sœur. J'étais une ressource, un problème, une pièce sur leur échiquier, exactement comme mamie l'avait dit. Mais plus maintenant. J'ai pris la lettre de mamie là où je l'avais laissée sur ma table de chevet. J'ai relu les dernières lignes. Ne pleure pas la famille que tu méritais, ma chérie. Construis celle que tu choisis. J'ai plié la lettre soigneusement et je l'ai tenue contre ma poitrine. D'accord, mamie, je le ferai. Les retombées sont arrivées plus vite que prévu. Émilie m'a appelé une semaine plus tard avec des nouvelles, sa voix claire avec une joie vengée. L'oncle Georges et la tante Linda ont retiré leur investissement de la clinique de Manon, a-t-elle rapporté. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire confiance au jugement financier de la famille après ce qu'ils ont vu. Je me suis adossé à ma chaise de studio. C'est significatif. Ça s'améliore. Émilie était pratiquement folle de joie. 3 des amis de maman de l'église ont cessé de lui parler. La nouvelle de l'intervention d'anniversaire a circulé. Les gens appellent ça comme ça maintenant, comme si c'était un scandale. C'était un scandale. Ma mère avait construit toute son identité autour du fait d'être la matriarche parfaite, respectable, admirée, en contrôle. Maintenant, tout le monde connaissait la vérité. Et ton père? Ai-je demandé prudemment. Il a quitté le club de golf. La voix d'Émilie s'adoucit. Il a dit à quelqu'un qu'il prenait du temps pour réfléchir. Je pense que c'est un code pour trop embarrasser pour montrer son visage. Une semaine après cela, Manon m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre. Tu as tout gâché.
Sa voix était brute, brisée. Ma clinique pourrait devoir fermer maintenant. J'ai fermé les yeux. Ce n'est pas mon fardeau à porter, Manon. Ça ne l'a jamais été. C'est un fardeau familial. Non, c'était un fardeau de Manon que tu as essayé de faire passer pour le mien. Il y a une différence. Silence sur la ligne, puis, je n'arrive pas à croire que tu nous aies fait ça. Je ne vous ai rien fait. J'ai gardé ma voix stable. J'ai juste refusé de vous laisser me le faire. Elle a raccroché sans un mot de plus. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé autour de mon studio les tours de potier, les pièces à moitié finies, la vie que j'avais construite malgré tout ce qu'ils avaient dit de moi, la vie que j'étais enfin libre de vivre. Pascal et moi nous sommes rencontrés pour un café un mardi pluvieux. Elle avait l'air différente à la lumière du jour, plus douce, moins comme une arme secrète, et plus comme ce qu'elle était, une femme qui avait passé 20 ans à porter une lourde vérité. « Je te dois une explication, dit-elle, enveloppant ses mains autour de sa tasse. Sur ce qui s'est passé, pourquoi j'ai disparu. J'aimerais ça. » Elle prit une profonde inspiration. Il y a 20 ans, j'ai trouvé des reçus, des relevés bancaires. Ta mère avait siphonné de l'argent des comptes de maman pendant des années. De petites sommes au début, puis de plus grandes. Quand je l'ai confrontée, Pascal marqua une pause. Elle ne l'a pas nié. Elle a juste souri et dit, « Qui va te croire ?» Je me suis senti mal. Et personne ne m'a cru. Personne ne voulait. Vivienne était la personne qui réussissait, le docteur, l'enfant prodige. Pascal rit amèrement. Ça te dit quelque chose? Manon. L'histoire se répète. Elle hocha la tête. Quand j'ai menacé d'aller à la police, Vivienne a dit à tout le monde que je faisais une dépression. Des délires paranoïaques. Elle a même demandé à un ami de la famille, un psychiatre, de suggérer que j'avais besoin de repos. Au moment où j'ai pu me défendre, j'étais déjà la sœur folle. Mais mamie savait. Mamie a toujours su. Les yeux de Pascal brillèrent. Elle n'avait juste plus la force de combattre Vivienne. Alors, elle a planifié. Elle a attendu. Elle a arrangé les choses pour que lorsque Vivienne ferait finalement son coup contre toi, je serais là. 20 ans d'attente, murmurai-je. C'est long. Ça l'était. Pascal tendit la main à travers la table et serra ma main. Mais tu en valais la peine. Maman le pensait. Et maintenant je sais pourquoi. Nous sommes restés dans un silence confortable, la pluie ruisselant sur les fenêtres. Ta mère ne te déteste pas, Inès. Dit finalement Pascal. Elle te craint parce que tu es la seule chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. J'ai laissé cette vérité s'installer dans mes os. Un mois plus tard, je me tenais sur la terrasse de la villa de mamie, regardant le soleil se coucher sur l'eau. La maison était exactement comme elle l'avait laissée. Rideaux à fleurs délavés, poteries dépareillées sur chaque étagère, certaines d'elle, certaines de moi, toutes faites avec amour. L'odeur de l'air salin et du vieux bois, et quelque chose d'indéfinissable qui lui ressemblait. J'étais venu ici 3 fois depuis le dîner. Chaque fois, ça faisait un peu moins mal. Cette fois, j'avais presque l'impression de rentrer à la maison. J'avais commencé à donner des cours de poterie le week-end. Rien de sophistiqué, juste une table pliante sur la terrasse, un tour portable, et quiconque voulait apprendre. Émilie est venue au premier, Léa au second. Théo s'est présenté la semaine dernière, l'air penaud, prétendant qu'il était juste curieux. Pascal venait dîner tous les dimanches. Nous construisions quelque chose qu'aucune de nous n'avait prévu. Une famille, petite, imparfaite, choisie. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Émilie. Léa veut savoir si tu fais un cours demain. Elle amène une amie. J'ai souri et répondu. Toujours de la place pour plus. Je me suis appuyé contre la balustrade de la terrasse et j'ai pensé à mamie. À elle, debout exactement à cet endroit, regardant le même océan, faisant le même choix chaque jour, s'accrocher à ce qui importait. Elle m'avait donné plus qu'une maison. Elle m'avait donné la preuve que l'amour ne devait pas être gagné par l'obéissance, que l'appartenance n'exigeait pas de se perdre. Merci, ai-je chuchoté au vent. Les vagues s'écrasaient en dessous, constantes et éternelles. Quelque part là-bas, mes parents continuaient de raconter leurs histoires, de réécrire l'histoire, prétendant qu'ils étaient les victimes.
Mais je n'écoutais plus. J'avais de la poterie à faire, des étudiants à enseigner, une vie à vivre, et pour la première fois en 30 ans, j'étais exactement là où je devais être. L'appel est arrivé un jeudi matin. J'étais en train de retoucher un vase lorsque mon téléphone s'est allumé avec un nom que j'avais bloqué 2 fois déjà. Maman. J'ai hésité. Puis, pour des raisons que je ne comprends toujours pas entièrement, j'ai répondu. Inès. Sa voix était différente. Plus calme, mais toujours tranchante en dessous. Ton père reconsidère son testament. Non. Bonjour. Non. Comment vas-tu? Juste directement au levier. Je vois. Si tu t'excuses publiquement et que tu cèdes la villa sur la côte, nous pourrions reconsidérer ta place dans la famille. J'ai posé mon outil de retouche. J'ai regardé par la fenêtre l'océan. Maman, ai-je dit lentement. Je vais le dire une fois. J'écoute. Je n'ai pas besoin de ton testament. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de ton approbation. J'ai appris à vivre sans elle. Et je n'ai pas besoin d'une place dans une famille qui traite l'amour comme une transaction. Silence sur la ligne. Tu le regretteras, dit-elle finalement. Quand tu seras vieille et seule. Je ne suis pas seule. J'ai pensé à Pascal, Émilie, Théo, Léa, les étudiants qui venaient chaque week-end pour apprendre. J'ai une famille. Une vraie famille. Ils ne portent juste pas ton nom. Je pouvais l'entendre respirer, fortement, en colère. Mais maman, j'ai marqué une pause, surprise par ce que j'étais sur le point de dire. Si jamais tu veux une vraie relation, pas du contrôle, pas de l'obéissance, juste de l'honnêteté. Ma porte est ouverte. Ce sont mes conditions. Le silence s'étira. Au revoir, Inès. Clic. J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment. Puis je l'ai posé, j'ai repris mon outil de retouche et je suis revenu à mon vase. Elle n'a plus jamais rappelé. J'ai gardé ma porte ouverte quand même, non pas parce que je m'attendais à ce qu'elle y entre, mais parce que je refusais de devenir elle. Certaines limites sont des murs, d'autres sont des invitations. J'ai choisi la seconde. Alors, c'est mon histoire. À mon 30e anniversaire, mes parents ont essayé de me renier publiquement devant 53 membres de ma famille. Ils pensaient que la honte me rendrait petite. Ils pensaient que la pression me briserait. Ils avaient tort. Si vous regardez ceci et que vous reconnaissez votre famille dans la mienne, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Vous savez ce que cela fait. La remise en question constante, la fin d'approbation qui n'arrive jamais. La façon dont vous vous tordez en forme de plus en plus petite, espérant que cette fois, cette version de vous sera enfin suffisante. Elle ne le sera pas, car le problème n'a jamais été vous. Je veux que vous sachiez quelque chose. Vous avez le droit de fixer des limites. Vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de choisir qui mérite une place dans votre vie et qui ne le mérite pas. Le sang n'est pas synonyme de famille. L'histoire partagée n'est pas synonyme d'amour. Et rester silencieux pendant que les gens vous blessent n'est pas de la loyauté. C'est de l'autodestruction. Mon 30e anniversaire était censé être mon moment le plus bas. Au lieu de cela, c'est devenu mon tournant. La nuit où j'ai cessé de demander la permission d'exister. La nuit où j'ai appris que les personnes qui essaient le plus de vous rendre petit sont généralement celles qui ont le plus peur de ce que vous deviendrez. 3 semaines plus tard, je suis debout dans la maison de ma grand-mère, construisant une vie dont elle aurait été fière. Enseignant, créant, apprenant à prendre ma place sans m'en excuser. Ce n'est pas facile. Certains jours, ça fait encore mal. Mais je n'échangerai pas cette douleur contre l'ancienne insensibilité, pour rien au monde. Ils voulaient me rendre petite. Au lieu de cela, ils m'ont montré à quel point je devais devenir grande. Et cela, je pense, est la meilleure des revanches. Une belle vie vécue selon mes propres termes.